Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Quelle est la réaction des éleveurs d'insectes? Alors, c'est marrant, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Moi, je répète à chaque fois que je prends des libertés, que je raconte n'importe quoi, que c'est un outil formidable et qu'ils font les choses bien. En l'occurrence, les interlocuteurs de ce monde-là, ils sont un peu particuliers parce que c'est des super industriels. Il faut savoir que c'est quelque chose de très peu développé, ou alors ça a été développé par des industries qui sont, je ne sais pas, à l'ordre du million ou la dizaine de millions d'investissements. Donc on est avec des organismes très lourds, en l'occurrence la société qui s'est occupée de nous donner ces petites boîtes de sauterelles a été partenaire, mais on est avec des très gros qui finalement sont dans une logique, bonsoir, dans une logique d'investissement et surtout de temps à investir. C'est-à-dire qu'eux parient sur le temps où ça va devenir un peu commun de manger des farines et puis ça va remplir autre chose que ces agricultures de poissons qui sont à l'heure actuelle et je dirais presque les seuls clients de ces farines d'insectes. Donc là, je ne sais pas. Là, pour le moment, je ne sais pas du tout. Après, j'aurais aimé rencontrer des agriculteurs ou des acteurs du monde agricole pour savoir ce qu'ils pensaient du film tout court, mais ces éleveurs, entre guillemets, ils sont très à distance du film, c'est presque des industriels avant des éleveurs, donc il y a un autre rapport à ce travail qui fait que voilà, ils se désengagent de cette histoire. Je fais très attention pour dire qu'on raconte n'importe quoi et que je respecte leur travail. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de retour négatif à ce sujet-là. Et justement, comment on filme des sauterelles? Et d'ailleurs, en me renseignant sur le film, j'ai appris que c'était pas des sauterelles, mais des criquets migrateurs. Ouais. Et comment est-ce que tu filmes ces animaux? Alors c'est des criquets migrateurs parce que c'est des insectes qu'on peut acheter dans les animaleries. En fait, c'est des criquets qui servent à nourrir les lézards, les serpents, enfin les animaux exotiques. En l'occurrence, on est passé par eux pour avoir ces criquets. Donc c'est des criquets adultes. En fait, il n'y a pas 10 000 façons de l'envoyer. Moi, j'ai eu très peur au départ. Je me suis dit, dès qu'on va ouvrir une porte, tout le monde va se barrer. Enfin, on va perdre cette nuée à chaque fois. L'anecdote, c'est que Pascal Tréguy, qui est un animalier dans le cinéma, un animalier, c'est quelqu'un qui s'occupe de tous les animaux, que ce soit les sauterelles, les chèvres, enfin les chiens, tout ça, c'est Pascal. Pascal, il a fait Petit Paysan, donc c'est aussi quelqu'un de très identifié dans le cinéma d'auteur, qui fait des choses très bien. Et donc, il a appris à vivre avec cette nuée, et il est arrivé chez TSF, le loueur de caméra, on faisait des essais avec ces sauterelles, et j'ai vu le camion arriver, je suis descendu sur le parking, et j'ai dit, Pascal, moi les portes de cette camionnette, je veux découvrir la nuée, je veux affronter la nuée le premier. Il m'a dit, tu vas être un peu déçu, tu vois, c'est pas très impressionnant. Et en fait, il y avait un petit carton de déménagement dans la camionnette et il y avait des boîtes avec 50 ou 60 sauterelles. Et en fait, son job, ça a été de sortir ces sauterelles de ces boîtes et de les disposer dans un décor, un peu comme des magnets de frigo. Ça se déplace un peu, on les remet en fonction du cadre, enfin là où ça nous intéresse. Donc très vite, en fait, on s'aperçoit que c'est un insecte sympa, qui vous saute pas dessus, qui vous mord pas, qui sent assez mauvais. Alors ça, c'était la découverte, c'est d'une odeur particulière, un peu poisson pourri. Mais mis à part ça, en fait, on prend nos marques assez vite et on tourne avec des individus, parce qu'on ne parle pas d'insectes sur un plateau, mais en l'occurrence, on parle d'individus avec qui on a un contact très facile. Donc ça devient simple, on les protège. Et alors, ce que Pascal a trouvé assez vite, c'est que la banane, c'est un truc qui les intéressait vachement. Et en fait, il nous a dit, faites tout à la banane. C'est-à-dire que la verrue du petit garçon au début, c'est une verrue en banane. Les plaies, quand vous avez des sauterelles en interaction, c'est ou un sang très sucré, ou alors il y a un peu de banane qui est mélangée dans le sang, et à chaque fois, on a des sauterelles qui sont très actives. Et quand vous avez cette scène de cannibalisme entre les sauterelles, là, les puissantes sur les anciennes, en fait, c'est juste des mortes qu'il a gardées, qui sont devenues des accessoires de jeu, qu'il a rendues de banane, et en fait, dans cette scène, on les voit, et c'est un truc, c'est vraiment venu, il nous a dit, mais filmez ça, j'ai un truc à vous proposer génial. En fait, on avait préparé le plateau B avec le superviseur d'effets numériques qui avait fait des sauterelles quasiment géantes pour pouvoir les animer avec des pattes. Enfin, on était sur la version Avatar, ou je ne sais pas quel cinéma américain. Il nous disait, faites un truc là, je mets de la banane, vous allez voir, ça marche du tonnerre. Et en fait, on a filmé ça quasi comme un documentaire parce que tout d'un coup, on découvrait ce que cette banane pouvait provoquer chez les sauterelles sur des congénères décédés. Et alors, l'anecdote qui est la plus sympathique, c'est que Pascal, il a donc appris à aimer ses sauterelles, et en fait, adulte, elles vivent à peine 10 jours. Et en fait, entre les premiers plans de sauterelles que vous avez dans le corps de ferme et les derniers, je pense notamment à Huguette, qui est découverte, recouverte de sauterelles, c'est quasiment un des derniers plans du film. Forcément, ce n'est pas les premières qui ont été diffusées au début. Donc c'est les enfants des premières sauterelles, des premiers criquets qui ont servi au début du film.
c'est une grande histoire de famille, ça va jusqu'au bout. Et du coup, dans ce film, tu as des sauterelles réelles, mais aussi tu as des sauterelles qui ont été faites a posteriori par ordinateur. Est-ce que tu peux nous parler des effets spéciaux qui sont dans ton film? Parce que moi, je les trouve vraiment sobres, en fait, à l'image de l'histoire que tu racontes. Ouais, alors c'est pareil, c'est une affaire de rencontre, c'est-à-dire que Thierry, dans la boucle, très vite, il nous fait rencontrer des superviseurs d'effets numériques. C'est très important parce que lui va impacter sur la qualité artistique du film. En l'occurrence, je rencontre Antoine Molino. Antoine Molino, comme ça, on se dit, ah, c'est qui? C'est quelqu'un qui a fait Avatar, qui a fait les Batman de Christopher Nolan, enfin, qui a fait du cinéma hollywoodien, qui est revenu en France il n'y a pas très longtemps, et qui a envie de se tester sur quelque chose d'un peu costaud, enfin, à l'image des films américains qu'il avait pu avoir. Et donc on se rencontre, et très vite il me donne une référence, et je lui dis, Raymond Depardon, je sais pas quel film sur le monde documentaire, ok, avec quoi je vais partir. Et en fait, il comprend que les effets, je n'en ai pas vraiment envie. Moi, ce que je voudrais voir, c'est une ambiance, un climat, et j'ai envie de coller à ce climat avec des effets les plus naturels possibles, sachant qu'on a filmé beaucoup de sauterelles réelles. Et lui, pour lui, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire que très vite, il s'aperçoit qu'il va être en porte-à-faux avec des effets numériques qui vont peut-être sentir le cheap, ou le chiqué, ou le faux complètement. Donc il comprend cette logique, il essaye de travailler sur cette tonalité, ce qui est très difficile pour un superviseur d'effets numériques, parce que tout d'un coup, on lui demande d'être quasiment invisible, ce qui est quasiment double travail. Et pour réussir ces plans de masse qu'on n'avait jamais visualisés ou même imaginés au départ, en fait, il a imaginé un insecte entre le papillon et l'abeille. Et c'est comme ça qu'il a fait évoluer ses nuées. Il s'est dit, on ne peut pas tomber sur un nuage de Texavée qui attaque une proie, enfin c'est pas possible parce qu'une sauterelle c'est quand même relativement vague, puis on voit à peu près ce que c'est qu'une nuée de sauterelle, c'est très flou, enfin c'est vraiment une sorte de nuage qui s'abat, donc il nous faut quelque chose de plus dirigé et en même temps il nous faut quelque chose d'assez lâche, d'assez vague dans le mouvement. Et il invente un insecte numérique entre la sauterelle, enfin entre l'abeille et le papillon pour permettre à ces nuées. Après vous avez le droit à une seule chance, c'est-à-dire que vous êtes dans des budgets tellement resserrés que lui il ne peut pas faire de recherche. Donc soit ça marche du premier coup, soit ça ne marche pas. En l'occurrence, avec un mec comme Antoine, ça a marché quasi du premier coup et on a pu gratter, je dirais, le plus possible sur des petits plans, sur des petites choses où finalement il a eu très peu d'impact parce qu'on n'avait pas les moyens. Tu disais que c'est un film où vous avez peu les moyens. Là, il y a une séquence qui a particulièrement retenu mon attention, c'est celle de l'incendie. Et il me semble que tu avais une seule prise pour la faire et si tu la faisais pas, c'était foutu. Typiquement, Antoine, il me disait si tu rates ton feu, tu rates ton film. Parce que moi, j'aurais pas les moyens de refaire des flammes, j'aurais pas les moyens de faire brûler un décor, c'est pas possible. Donc on part sur cet incendie, et c'est pareil. Les scénaristes écrivent un incendie dans ce corps de ferme, bon, c'est super, mais le producteur il me dit tu vas tomber dans le Lot-et-Garonne au mois d'août, je commence les repérages, et là je vois les panneaux, vous savez, feu, interdiction de fumer, enfin, je me dis ok, on est mal barre pour faire un petit feu ici, ça va être complexe. Et puis vous rencontrez les pompiers, le préfet, qui vous disent du jour au lendemain on peut vous dire stop. Donc on savait qu'on avait très peu de chances de faire le feu. Donc on a délocalisé ce feu, c'est-à-dire qu'on a deux tournages. On a le champ, on est dos au personnage, donc on a le feu qui intervient sur ce dôme et ses serres, et le contre-champ qui est fait sur le corps de ferme, mais avec des bonbonnes de gaz et un feu limité simplement à des effets de lumière avec des artificiels. Sauf que le véritable incendie, on l'a fait sur un décor bis, avec le dôme et les serres. Je n'avais pas les moyens de refaire le même dôme, donc on a refait le dôme avec des allumettes. Des allumettes parce que c'était un bois extrêmement fin qui ne correspondait pas au dôme qu'on avait fabriqué une première fois. Et donc quand le superviseur SFX est venu voir, il a dit écoute juste, moi je vais lancer le feu, tu as 10 minutes maximum parce que tout va s'écrouler et après tu as des bûches qui brûlent, enfin c'est pas très intéressant. Et donc on est dans une espèce de logique de James Bond, on se dit oulala on va tout faire brûler, mais on a une seule prise qui va durer à peine 10 minutes sachant que tout va s'écrouler. Et là il y a une espèce de chorégraphie qui se met en place. Il y a 1 minute 30 de comédie qui est répétée selon 3 axes, donc c'était 3 codes, Master 1, Master 2 et Master 3. J'étais le seul avec un mégaphone pour donner ces indications parce que c'est un tel bruit le feu, puis ça crée une hystérie collective qu'il faut entendre une seule voix. Et donc j'avais 3 indications, je ne savais même pas des indications de jeu, c'était Master 1, Master 2 et Master 3. Et en fonction de ces 3 masters, il y avait des dispositions techniques où les caméras changeaient, les acteurs savaient ce qu'ils voulaient faire. Et on est parti là-dessus, on a lancé le feu, enfin, je me rappelle d'ailleurs un technicien, donc on lance le feu et puis il y a un endroit qui part pas parce qu'il n'a pas assez d'essence dans son briquet. Donc là on se regarde tous en disant qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Donc il y a un mec qui a un réflexe de partir avec son briquet pour aider le copain. Heureusement qu'il y a des fumeurs. Heureusement qu'il y a des fumeurs.
Et à partir de là, nous, on n'avait pas anticipé juste 10 cm de dénivelé entre le terrain vague sur lequel on tournait et le bitume sur lequel on était garé, parce que c'était une espèce de parking pour une déchetterie. Et en fait, ça n'a pas loupé. Sur le Master 1, on est revenu dans les prises et mon chef opérateur en fait, a pris son pied dans cette espèce de petite marche qu'on n'avait pas anticipée. Donc il s'est écroulé avec la caméra, il a explosé la caméra. Puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une espèce de bordel pas possible. On filme comme on peut à l'arrache. Mais à l'arrivée, on a ces 10 secondes de montage, ces 15 secondes de montage qui permettent presque de sauver ce moment en ayant toute l'adrénaline d'un feu et d'une destruction de décor. Voilà, donc ça s'est joué à pas grand chose, mais on a fait. Et tout le film s'est joué un peu sur cette logique. Le lac à la fin, c'est 4 fins de journée où on tourne une sorte de nuit américaine, à savoir le soleil vient de se coucher, on a 15 minutes de luminosité. C'est pas une nuit américaine parce qu'on n'aurait pas réussi nos effets. En même temps, la nuit tout court était impossible d'un point de vue technique. Je ne pouvais pas éclairer un lac en Auvergne, c'est pas possible pour les moyens de production. Et donc, on a joué comme ça la vie du film sur 4 fois 15 minutes pour raconter cette toute fin. Et on est dans une espèce de transe, on n'a pas le temps de faire les choses. Donc, je hurle sur les comédiens, je leur donne des directions, on n'a pas le temps de reprendre, on reprend, on se casse la figure, on se relève. Et là où c'est assez génial, c'est que vous avez la sensation de vivre ce moment-là comme les personnages. Donc, vous êtes presque vecteur, enfin, du curseur peut-être qu'il faut pour emmener les comédiens à ne pas avoir peur d'un moment ou pas savoir où ils vont. Là, vous êtes aussi à un instant où vous vivez avec eux, donc vous êtes presque le troisième acteur, celui qu'on ne voit pas, mais en tout cas celui qui les pousse à aller dans le sens du film. On sent que ton film a vraiment trouvé sa force dans l'économie de moyens. Moi, j'aimerais te poser la question de comment est-ce que tu as travaillé avec ton chef-op sur la lumière. J'ai une séquence en tête particulièrement belle, celle où Karim et Virginie sont dans les vignes et c'est éclairé par vraiment très peu, je crois que le projecteur du tracteur ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous détailler ce procédé? Visiblement, vous aviez peu de moyens, mais tu as quand même des ambitions visuelles assez fortes. Comment est-ce que tu as pu conjuguer les deux avec ton chef-op? Alors, c'est marrant, enfin, bon, ça vient de plein de choses. Un chef opérateur, c'est un partenaire de création. Enfin, en l'occurrence, ce qui est assez drôle, c'est que ce film, je devais le travailler avec mon ami qui est juste là, qui a fait tous mes courts-métrages, avec qui j'ai grandi. Et les premières idées de ce film, c'est les premières discussions que j'ai eues avec Pierre. Il attendait son deuxième enfant, avec Flore, qui est juste là. Et il n'a pas pu faire le film, donc ça a été complexe pour moi, mais je partais avec ces points de vue, et notamment les premiers points de vue du film, ces points de vue en hauteur, enfin ces réflexions sur qu'est-ce qu'on voit, cette planète sur laquelle on va aller, ce regard qui vient du ciel, enfin, qui est le nôtre, et tout d'un coup c'est arrivé. Enfin, voilà, c'est des discussions qu'on a avec un chef opérateur qui est acteur de la création. Moi, en l'occurrence, enfin, je laisse à Pierre et j'ai laissé à Romain le choix de regarder, c'est-à-dire que je fais confiance. Je fais confiance dans l'interaction avec le cadre, dans leur capacité à filmer les comédiens, à aimer du jeu et à sentir la place, c'est-à-dire que je les laisse libres d'aller voir des choses. Pour la lumière, enfin, pour moi, il y avait une référence, c'était Robert Frank, bonsoir, qui était un photographe que j'aimais beaucoup, et justement sur certains clichés où il y avait une sorte de perte de diaph, c'est-à-dire qu'on pouvait être surexposé à un endroit et puis très dense à un autre. Enfin, il y avait presque du blanc et du noir dans la même image, avec des personnages en contre-jour qu'on pouvait perdre à certains endroits et qu'on voyait très bien à d'autres. Enfin, pour moi, c'était un peu cette logique que je voulais, c'est-à-dire que je voulais arriver à une densité, et notamment dans les moments de nuit, qui sont des moments hyper intimes parce que c'est le seul endroit pour eux où il y a un peu d'amour, et en même temps c'est des fins de journée ou des débuts. Donc clairement on ne peut pas se tomber dans les bras et se dire plein de choses. Enfin, c'est des moments qui sont des moments très fragiles, mais qui sont des moments d'abandon. Et dans ces moments d'abandon, on se cache, on ne dit pas tout. Et moi j'avais envie qu'ils se mentent, qu'ils s'aiment, enfin, que les choses soient aussi liées à un instant de travail où tout d'un coup, voilà, pour eux c'est pas possible d'être comme n'importe qui et de se dire n'importe quoi dans un environnement où il n'y a pas de lumière, où il y a peut-être juste une lampe, un radiocassette, une voiture qui allume, enfin il y a très peu de choses. Et puis c'est ce très peu de choses qui les tient aussi parce qu'ils se reconnaissent à travers ça. Donc il me fallait des endroits aussi extrêmement réalistes, justement dans ces nuits, dans cette densité, et un truc pas forcément séduisant pour le spectateur parce que vous êtes habitué à tout voir, et puis notamment avec ces plateformes aujourd'hui, la télé, on surexpose tout. D'ailleurs à la fin, parce que Netflix a acheté le film pour sa partie monde, pas en France et en Espagne, on m'a demandé de faire très attention à la fin, enfin de surtout pas abandonner le spectateur qui a besoin de tout voir en fait, et confortablement assis. Et moi j'aimais cette salle de cinéma parce que le son fait vivre une expérience et l'image permet aussi tout d'un coup
de vous pousser à perdre certains repères ou à vous mettre dans une situation peut-être moins agréable qu'à l'accoutumée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Je comprends pas ce que vous dites sur la fin. La fin de votre film? Par rapport à la lumière? Oui, bah ouais. Est-ce que par rapport à Netflix, vous voulez dire? Oui, tout à fait. En fait, la fin que vous avez vue, le film passera sur la plateforme et il passera légèrement rééclairé. C'est-à-dire que pour les plateformes, c'est très compliqué d'avoir des fins trop denses. Je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones la dernière saison. Bon, il y a eu tout un scandale sur ces nuits qui étaient trop noires et les spectateurs qui ne voyaient rien en fait. C'est-à-dire que sur un petit écran, on vous demande d'installer confortablement le spectateur pour qu'il puisse ne rien rater. Moi, ce que j'aimais aussi à travers l'animé, c'était tout d'un coup vous présenter une histoire où vous êtes peut-être parfois victime d'informations qui passent. Enfin, il y a des choses que vous pouvez rater. Il y a une sorte de fragilité des moments comme ça qui rendait les choses pour moi plus intéressantes. À l'image du père, par exemple. Des fois, on me dit, ouais, tu n'évoques pas assez le départ du père, la mort du père, enfin, on ne comprend pas bien. Bah, pour moi, c'était l'intérêt, c'est-à-dire que cette mort est tellement lourde qu'on ne va pas en parler comme ça au repas. Enfin, c'est des sujets, c'est un mot qui tombe, des fois, c'est une sensation, c'est une expression, c'est quelque chose qui éclate. Soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas, mais peu importe. Enfin, il y a une espèce de fil comme ça, de personnages qui vont plus vite. Et moi, j'aime bien coller au basque de mes personnages. Enfin, c'est une expression que je dis souvent, mais... C'est curieux parce que sans le savoir, vous le dites, il y a une autre fin prévue. Sur Netflix, en l'occurrence. Non, c'est la même, mais elle est plus éclairée. Ouais, voilà, c'est ça. Une exposition différente. Exactement, c'est ça. La luminosité... C'est très drôle parce que c'est... j'ai ressenti ça un peu comme dans La Belle Équipe, vous savez, les deux fins happy end. Il y a un truc très curieux à la fin. Alors, moi, je ressens personnellement. Ce qui est assez drôle, c'est que j'en parlais parce que c'est vraiment une logique de groupe, cette fin. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le scénario et je me suis dit, ok, elle s'en sort pas. Je vais finir avec le visage de cet enfant, il y a un constat noir, c'est un film noir, je vais finir noir. Puis là, il y a les distributeurs qui me disent, ok, juste, t'es sympa, mais le bouche à oreille, enfin, la vie du film, il faut faire attention. Enfin, un film noir, c'est un film, à la fin, les spectateurs vont peut-être pas se dire, là, voir l'animé, c'est top. Hein. Ils vont peut-être plutôt dire, voir l'animé, c'est plombant, tu vas voir, à la fin, ça se finit. Donc, il y a une logique comme ça, je dirais presque commerciale, qui s'installe dans les réflexions. Et en même temps, moi, j'ai des producteurs malins, parce que mes producteurs étaient aussi mes distributeurs, donc coproducteurs étaient co-distributeurs. Et on m'a dit, écoute, juste, tu fais les deux fins. Voilà, tu fais celle qu'on me demande de faire, et puis tu fais la tienne, et puis enfin, on verra laquelle est la plus forte quelque part. Enfin, en tout cas, elle va au bout du geste. Et quand je vous rappelle de fragilité, c'est que moi j'ai fait ma fin, j'ai fait mes fins. À l'arrivée, sur 15 minutes, j'ai finalement très peu de matière. Donc je finis ma fin dans le dos de cet enfant qui appelle sa mère, enfin c'est insoutenable sur le plateau, je la fais crier un quart d'heure, maman, je dis voilà, c'est fort, tout super. Et puis j'arrive au montage et mon monteur, Pierre Deschamps, il me dit bah ouais mais finir dans le dos d'un personnage, c'est quand même super lourd. On a besoin d'un visage, enfin, on a besoin d'une émotion, enfin là t'es dans le dos, même si c'est très dur, on n'a pas le visage quoi. Donc ta fin malheureusement, si tu avais ton contre-champ, je sais pas, le contre-champ, il faut demander à tout le monde de dégager, il y a 3 tentes, il y a la technique, le pick-up avec le matos, enfin on peut pas improviser un contre-champ comme ça, enfin, c'est un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois, surtout quand c'est pas prévu. Donc je n'avais pas ce plan. Et il me dit ok, il nous faut une émotion, on va bricoler l'émotion, on va chercher l'émotion. Et en fait, les derniers plans que vous avez, je dévoile vraiment, je vous mets dans les confidences. Les réalisateurs qui ne feront jamais ça, des réalisateurs aussi avant, moi je maîtrise tout, c'était comme ça que j'avais pensé. En l'occurrence, moi j'aime bien aussi vous amener dans la fabrication de ces films. Il a bricolé et il m'a dit ok, j'ai une idée, tu vas voir. Je prends le dernier plan, donc c'est le moment où elle ressort, et encore le moment où elle ressort, c'est une fin de prise, parce qu'elle plonge, l'eau elle est à 12 degrés, en fait elle met juste la tête, et Suliane elle supporte tellement pas cette eau qu'elle ressort assez vite, donc on a une sortie de corps, voilà, bon an mal an, cadré comme ça, et en fait les deux derniers plans c'est la même prise, le moment où elle se retrouve, sauf que le tout dernier plan en fait c'est une espèce de surzoom, on zoome à 200 ou 250%, et on fait ce qu'on appelle un effet flip ou flop, ou je sais pas, miroir, qui permet tout d'un coup d'avoir un contre-champ. Et en fait, on crée un champ contre champ, je dirais pas sur une absence de matière, mais sur une fabrication de matière selon les images qu'on a réussi à filmer
sur un temps trop court pour multiplier les points de vue et je dirais presque s'offrir plusieurs fins. Donc en réalité, il y avait une fin qui était dictée par les rushs qu'on avait sur le moment, qui a été chopée par un monteur très talentueux qui m'a dit il faut une émotion, je vais trouver, et je ne sortirai pas de cette salle de montage ce soir sans avoir trouvé. Et ça s'est joué à la seconde, à l'image près, pour avoir un semblant de... Ouais, un semblant de fin avec cette relation entre les deux. Et puis je me suis dit, de toute façon, ce qu'il en sort, enfin, comment elle ressort, pour elle, il ne reste pas grand-chose. Enfin, le sujet, c'est quand même cet enfant qui va démarrer ce nouveau jour. Enfin, c'est elle qui porte demain. Et je crois que le sujet du film, c'était ça, c'était de laisser à l'enfant qui était devenu un adulte, je dirais, les mains pour construire quelque chose. Donc, excite la mère, elle s'est sacrifiée et elle laisse aujourd'hui l'enfant reconstruire quelque chose pour aller j'espère, vers quelque chose de viable. Voilà. Et vous ne répétez pas si vous voulez. Toi, avant le tournage, tu avais eu quoi comme fin prédestinée Ben, moi, j'imaginais quelque chose de très noir, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait joué avec la nature. Enfin, elle s'est retrouvée, je dirais, à devoir sauver ses enfants par rapport à une catastrophe qu'elle avait créée. Donc, le prix à payer, c'était une absence. Donc, elle ne devait pas ressortir. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'on a fait des prises de vue sous-marines géniales, où elle chute. Alors, celui-là, elle déteste. Enfin, c'était très compliqué. Je l'ai fait plonger. La pauvre, c'était vraiment pas son truc. Et on n'a pas gardé ces images. On a ce corps qui tombe dans l'eau. Enfin, c'était super beau, mais c'était pas ça le film. Parce que ça marchait pas, parce qu'on tombait dans quelque chose de maniéré aussi. Enfin, l'équilibre, il n'était pas là. L'équilibre, il était sur ce petit morceau de vie qui leur reste, qui reste à cet enfant, qui va reconstruire quelque chose. C'était ça le vrai sujet du film. Donc voilà, après ce qui est génial avec le cinéma, c'est qu'on apprend aussi, et un distributeur a une importance, un producteur a une importance, l'auteur tout-puissant, le réalisateur ou la réalisatrice qui pense savoir tout, enfin c'est pas vrai. En l'occurrence, moi je dis souvent, je sais ce qui marche pas, mais je sais pas ce qui marche mieux. Et tous les collaborateurs autour sont là justement pour emmener le film toujours un peu plus loin. Donc à un moment donné, vous êtes presque emmené dans un chemin que vous ne maîtrisez pas, et c'est tant mieux parce que c'est une écriture collective qui se termine au montage selon des images que vous avez pu réussir à filmer ou pas. Voilà. Et ça, c'est bien quand la vérité éclate au grand jour. C'est pas si évident que ça de faire du cinéma et d'anticiper les trucs, parce que ça se passe jamais comme prévu.